Hello les sorcières, merci pour votre page. Et donc je saisis l'occasion qui est offerte aux victimes, reconnues et non reconnues, de briser le silence. Alors je me lance. Alors j'aurais plein de choses à vous raconter, mais je sais qu'il va falloir que j'aille très vite et que je passe sur beaucoup de détails, de sensations, parce qu'il y a un format. Alors je me présente, je m'appelle Nathalie, j'ai 46-47 ans et je témoigne anonymement, non pas par honte ou par culpabilité, j'en suis plus là heureusement, mais dans un souci de tranquillité et de neutralité parce que je suis dans mon domaine professionnel en contact avec du public. Donc j'ai vécu un viol à l'âge de 18 ans et quelques mois passés, et juste avant ça il y a tout un contexte extrêmement chaotique de vie où je me retrouve complètement à larguer les amarres, un peu poussée à la rue aussi, suite à un contexte familial, d'emprise, de violence, autant physique que psychologique, une spirale. Et donc je me retrouve sur les routes et avec l'objectif de rechercher une formation à la fois et une solution d'hébergement. Donc j'opte pour un contrat de qualification, comme ça se faisait à l'époque, dans un milieu qui s'apparente au milieu agricole, mais qui est en fait le milieu équestre. Et je me retrouve allogée dans un endroit, mais alors absolument catastrophique, à côté des écuries, avec un employeur abusif, colérique, qui n'est pas sur la structure, qui dort ailleurs. Donc je me retrouve complètement isolée, dans un lieu insalubre, avec des cafards, des punaises, des mouches l'été, pas de chauffage, un semblant de cuisine, pas de frigo, une douche crade, enfin, un cauchemar. Un cauchemar. Et je pense que je décompense aussi cette période-là, toute la violence, le trauma accumulé auparavant. Des épisodes aussi d'enfance très traumatiques. Ça, je pense que c'est important de le préciser, quoi, avec le meurtre d'une amie d'enfance qui est violée, assassinée. Je connais ça en fait quand je suis en 6e. Voilà, et puis après, quelques années après, le suicide aussi d'une amie. Donc je pense que j'accuse le coup de pas mal de choses en fait, et de la violence familiale et de la rupture, et donc je trouve pas la force de sortir en fait d'un contexte professionnel de formation qui est absolument pas normal, et je supporte des conditions qui sont pas envisageables, quoi, enfin pour la plupart des gens, mais personne qui ne s'est retrouvé dans cette situation d'isolement total ne peut concevoir cela. Comment on tient dans ces conditions-là? Comment le bizutage sur le lieu de travail qui en fait qui se révèle être en fait du harcèlement sexuel, mais je l'identifie pas comme ça du tout à l'époque, parce que j'ai une espèce de conditionnement en fait à la violence, à l'agression. Donc après, je ne parlerai pas forcément des agresseurs et de l'agresseur, on va dire principal en jeu dans cette histoire, qui avait des complices, mais qui fait partie d'une famille. Voilà. Donc je ne veux pas qu'il y ait de stigmatisation sur une catégorie de personnes en particulier. Je ne développerai pas. Et donc ces personnes étaient en collaboration avec ce patron qui n'était jamais là pour arbitrer quelque part. Donc je n'avais pas le secours de ce patron. Et donc arrive en fait l'hiver, la sortie de l'hiver 1992. Un hiver très rude en fait, où voilà, je suis en lutte quelque part avec moi-même, et en fait ces individus rôdent la nuit autour de l'appartement, du placard où je vis plutôt, c'est plutôt ça le mot. Donc la terreur est indescriptible.
elle s'installe. On n'a pas la force, le courage, le recul à ce moment-là. On survit. On survit. Donc je dormais avec un couteau sur le lit. Et puis dès qu'il y avait du bruit, je voyais les ombres passer derrière la fenêtre, ils essayaient de forcer le passage, enfin la porte. Je voyais la poignée qui descendait la nuit. Enfin, c'est digne d'un film d'horreur, quoi. Et une nuit, moi je suis tellement épuisée parce qu'il y a une fatigue qui s'installe au fur et à mesure des semaines, qui tombe sur moi comme une chape, et ben j'oublie de fermer la porte. Et ça, je m'en ferai toute ma vie. Je me dis, peut-être que voilà, ça se serait pas produit si j'avais eu cet éclair-là de lucidité. J'oublie de fermer la porte. Et donc, ça arrive en pleine nuit, j'étais en train de dormir, et l'un des frères, je me rappelle, je le vois s'encadrer dans la lumière du couloir, et il se jette sur moi. Et là, j'ai rien, le temps de voir venir, de comprendre ce qui se passe, c'est pas possible. C'est un cauchemar. Alors, j'ai pas de souvenir de douleur physique. Alors que j'ai une très bonne mémoire, tout est flou en fait. À ce moment-là, j'ai un sentiment quand même de mal de mer, de dégoût, quoi. Je me rappelle avoir dit non plusieurs fois, d'avoir essayé de le repousser, mais alors il était d'une corpulence largement supérieure à la mienne, et il m'étouffait, quoi. Il m'étouffait le thorax, enfin voilà. Il était posé sur moi, gigotait, enfin j'avais cette espèce de dégoût, quoi. Et essayer d'enlever mes vêtements, et on réussit en partie, mais je me rappelle plus du reste en fait. Je peux pas vous dire si c'est ce qui s'est vraiment produit, c'est ce que j'ai oublié, mais je sais après que c'est pas anodin ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. J'ai des éclairs, quoi, de lucidité par moment, voilà. C'est ça, le silence. C'est comment parler quand on n'est pas sûr de ce qui nous est arrivé, ou qu'on veut pas être sûr, C'est plutôt ça, le mot. Donc, j'ai réussi à me débattre suffisamment pour réussir à choper de la main gauche, ce qui n'est pas évident parce que je suis droitière, le glisser sous la couchette où je dormais, et saisir le couteau. Et à ce moment-là, j'avais pris la décision de le planter en fait. Voilà, le planter, ça s'arrêterait. Je plante et ça s'arrête. Le cauchemar s'arrête. Et c'est lui qui s'est arrêté avant. Alors brusquement, je ne sais pas pourquoi, j'étais surprise en fait. J'espérais tellement que ça s'arrête. Il se redresse, il allume la lumière, et là il me voit avec le couteau. On se regarde fixement, et là je sens cette rage monter en moi. Et là je vais le planter. J'avance vers lui, et je crois qu'il a compris. Il a compris, il a fait demi-tour, et la satisfaction que j'ai après toutes ces années, c'est de le voir s'enfuir avec le cul à l'air et le pantalon à moitié sur les chevilles, quoi. Enfin se débrouiller comme ça. Et moi je suis restée sur place en fait, j'ai pas suivi. Et c'est là, tout est redescendu d'un seul coup, toute cette espèce de pulsion de meurtre, et j'ai posé le couteau et je me suis écroulée. Je sais pas combien de temps je suis restée allongée par terre, la tête sur le lino froid, tout était froid, et en fait, ce qui m'a fait bouger, c'est les cafards qui grouillaient autour, quoi. Enfin, qui avaient repris leur petite balade parce que je bougeais pas. Et voilà, quoi. Ça, c'est une vision. En tout cas, c'est un souvenir, voilà, qui me hante. Et je me suis redressée parce que faut vivre, faut continuer à vivre. Et j'étais dégoûtée. C'était ça, cette rage, c'était de voir le sperme sur moi, sur les vêtements. Et c'est certainement là où j'ai fait la plus grosse erreur de toute ma vie. C'est que je me suis débarrassée de ces vêtements-là tout de suite, j'ai été me doucher. J'ai été me laver, je sais pas combien de temps, je suis restée sous l'eau. Ça n'en finissait pas, sous la douche.
à pleurer, à me maudire. J'avais cette rage, elle s'est retournée contre moi en fait à ce moment-là. Ça c'est quelque chose. Je sais quand est-ce que ça s'est retourné contre moi, cette rage. Et cette rage, elle m'a enfermée dans le silence. Et j'ai mis d'autres vêtements. J'ai été dehors, il y avait le tas de fumier. J'ai balancé les vêtements sur le tas de fumier et j'ai foutu le feu à l'un des coins des vêtements. J'ai foutu le feu. Et j'ai regardé brûler et je me suis dit, c'est terminé quoi. Il s'est rien passé. Et c'est faux. Et on peut pas réussir à faire ça en fait. On peut pas. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que j'ai trimballé ça toute ma vie quoi. Et plus les années elles passaient et moins je me sentais légitime d'en parler. Parce qu'on m'aurait dit mais pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça? Et je voulais pas me justifier. Je voulais pas, je sentais que la police ne me croirait pas, je pouvais pas en parler à mes parents, je pouvais pas, j'avais personne à qui en parler. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai minimisé tout ça. Je crois que ça m'a arrangé en fait de croire qu'il s'était rien passé, que bon voilà j'avais vécu une agression un peu violente, enfin voilà quoi. La réalité c'est que j'ai porté des symptômes de cette agression, des résurgences qui se sont manifestées à plein de moments de ma vie. Et je n'ai pas voulu les associer à ça. Des insomnies, des angoisses dans les transports, des sensations d'étouffement. J'ai cumulé plusieurs burn-out, dépressions. Alors j'ai fait des thérapies avec... ça m'a sauvée d'ailleurs, avec des gens très très bien, une psychiatre très très bien. Vous croyez que je lui aurais parlé du viol? Non, j'ai parlé de ma famille, des traumas familiaux, de tout ça, mais je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai refoulé ça pendant des années. Il y a un moment où j'aurais pu parler. C'est 2 semaines après le viol. Vous voyez, c'est encore difficile de prononcer ce mot-là, pour moi. J'ai été voir un médecin parce que j'avais fait une chute de cheval, ça n'avait rien à voir. Et lors de la consultation, il a dû se douter de quelque chose. Il cherchait à me retenir, à me faire parler, enfin. Et moi, en fait, je fuyais tout ça. Je fuyais toute situation qui aurait pu me confronter à cette vérité. Et donc, j'ai fui le monde médical, les médecins. D'ailleurs, j'ai beaucoup de problèmes avec les examens médicaux. Voilà, quoi, je prends ça comme une agression sur mon corps. Voilà comment aussi s'est opéré le transfert. Ce refus, quelque part, enfin, c'est pris comme une agression, quoi. De rentrer dans la sphère, de s'approcher de ma sphère intime corporelle. C'est ça ce que je veux dire. Et donc, ce médecin, il m'a regardé et à la fin de l'auscultation, enfin voilà, on réglait la consultation et j'ai vu qu'il y avait un regard désespéré, quoi. Et à ce moment-là, j'ai failli lui parler. C'est à ce moment-là que j'aurais pu parler. Quand vous laissez passer les années comme moi je les ai laissées passer, c'est très difficile après. Alors, je vais pas donner des conseils sur la justice, la police, tout ça, je pense que ça regarde chacun en fait. Je voudrais dire surtout ne jugez pas. Ne jugez pas. Il y a des contextes très différents. Il y a des personnes comme moi qui peuvent se retrouver dans le silence pendant des années. Et moi, ce qui m'a le plus blessée, en fait, c'était d'entendre des propos, voilà, très violents en fait, sur les personnes qui n'avaient pas poursuivi leur agresseur, etc. Mais bon, faut comprendre ce que c'est que la terreur, quoi. Faut la comprendre, quoi. Et la culpabilité qu'on se traîne derrière, d'avoir laissé un salaud en cavale, quoi. C'est à ce moment-là, effectivement, qu'il aurait fallu agir. Alors moi, mon violeur, entre guillemets, je suis retombée dessus totalement, enfin, via Facebook, je suis retombée sur sa tronche, quoi. Il n'y a pas si longtemps. Ça m'a rien fait. Enfin, j'ai trouvé... C'est quoi? C'est ça? C'est ça? Vous savez, le spectre
du passé, il est bien plus grand que le présent. Je vais terminer là-dessus. Voilà, quand il y a une main, comme celle de ce jeune médecin, qui se tend vers vous, saisissez-la. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis on arrive à vivre. Voilà, je vais finir sur un message d'espoir. On arrive à vivre. J'ai 2 merveilleux enfants. J'ai fait un métier qui me plaît. Mais il y a des moments, ça revient comme une vague.